Du mouvement de Newton? Avez-vous entendu parler de Sir Isaac Newton? C'était un scientifique incroyable d'Angleterre. Né en 1642, au cours de ses 85 ans de vie, il est devenu connu comme un philosophe naturel, scientifique, mathématicien, astronome, érudit religieux, auteur, et bien plus encore. Ouf! Ça fait beaucoup de métiers différents. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui si vous disiez à quelqu'un que vous étiez médecin, scientifique, enseignant, astronaute, psychologue et écrivain? Ça fait beaucoup de métiers pour une seule personne. Nous penserions probablement qu'une personne comme ça est très intelligente. Eh bien, Isaac Newton l'était. À l'époque où Sir Isaac Newton vivait, on ne savait pas grand-chose sur le fonctionnement du monde. Des matières comme la physique et les mathématiques n'étaient pas encore enseignées. Donc, la compréhension des gens sur le mouvement des objets était très limitée. Mais ensuite, les gens ont commencé à faire des découvertes énormes et importantes en sciences, en mathématiques et dans d'autres domaines. Nous appelons maintenant cette période la révolution scientifique. Et parce qu'Isaac Newton a fait beaucoup de découvertes lui-même, nous l'appelons souvent le père de la science moderne. Vous pensez peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Monsieur Newton, mais peut-être avez-vous entendu l'histoire de l'homme qui s'est endormi sous un pommier et une pomme est tombée et l'a frappé à la tête. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, cet homme était Sir Isaac Newton. Nous ne sommes pas sûrs si l'histoire du pommier est vraie ou non, mais on dit que c'est à ce moment-là que Newton a découvert la gravité. Il a été le premier à utiliser la gravité pour expliquer la façon dont les planètes se déplacent, pourquoi les marées de l'océan se produisent, et d'autres événements qui se passent tout autour de nous. En 1687, Newton a publié un livre qu'il a écrit, intitulé « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Ce livre a inspiré beaucoup de gens. Dans celui-ci, il parle de la gravité, de la façon dont les choses bougent, des mathématiques, de la lumière et de la vision. Isaac Newton aimait vraiment apprendre et étudier comment les choses fonctionnent. Il était aussi doué pour cela, tellement doué que nous étudierons les choses qu'il nous a enseignées, comme ces 3 lois du mouvement. Ces 3 lois ont été testées et prouvées maintes et maintes fois pendant des centaines d'années. Donc, vous pouvez parier qu'elles sont assez solides. Découvrons pourquoi. La première loi de Newton dit qu'un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement, tandis qu'un objet au repos a tendance à rester au repos, à moins qu'une force n'agisse sur lui. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la première partie de cette loi signifie qu'une paire de skis de neige ne va nulle part sans un skieur pour les forcer à bouger, ou qu'un ballon de football va rester au même endroit sur un terrain jusqu'à ce que quelqu'un le frappe. L'autre partie de la loi de Newton signifie que les skis et le ballon de football vont continuer à bouger jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par quelqu'un ou quelque chose. Mais tous les objets ont tendance à continuer ce qu'ils font, qu'ils soient en mouvement ou immobiles. La plupart des objets resteront au repos ou à l'arrêt. Regardez un livre ou une table. C'est l'inertie, ou une tendance à ne rien faire ou à rester inchangé. Mais tous les objets ne sont pas les mêmes. Les objets plus grands et plus lourds ont plus d'inertie, ce qui nécessite plus de force pour les déplacer. En d'autres termes, un objet plus massif, comme une table, a une plus grande tendance à résister au changement dans son état de mouvement qu'un livre, ou il est plus difficile de déplacer une table qu'un livre posé sur cette table. Un objet en mouvement, comme une balle roulant sur une surface plane, finira par ralentir et s'arrêter à cause de la friction. La friction est aussi une force. C'est la résistance qu'une surface ou un objet rencontre lorsqu'il se déplace contre un autre. Par exemple, essayer de pousser un canapé posé sur un tapis moelleux est plus difficile que de pousser ce même canapé sur un sol lisse. C'est parce qu'il y a plus de friction ou de résistance causée par le tapis que par le sol lisse.
La résistance de l'air est une autre force qui affecte les objets en mouvement. Si vous avez déjà essayé de marcher dehors par une journée très venteuse, vous découvrirez qu'il est plus difficile de se déplacer avec le vent soufflant en plein visage. Un voilier utilise la résistance de l'air pour manœuvrer le bateau, en captant le vent dans ses voiles. Une fois qu'un objet commence à bouger, sa vitesse ou la rapidité avec laquelle il se déplace peut être mesurée. Si la vitesse de l'objet reste la même, il a une vitesse constante. Donc, qu'un objet soit en mouvement ou immobile, il ne peut pas changer ce qu'il fait, à moins qu'une force ne l'y oblige. Pour la deuxième loi de Newton, il a proposé une équation importante. Elle dit que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération ou fait ma. Parlons de chacun de ces mots et de la façon dont ils fonctionnent ensemble. Lorsque vous appliquez une force à quelque chose, cela signifie que vous essayez de le déplacer ou de l'arrêter. Pour le dire simplement, vous pouvez soit lancer un ballon de football pour le déplacer, soit attraper un ballon de football pour l'arrêter. Pouvez-vous penser à certaines choses que vous déplacez fréquemment ou que vous arrêtez de bouger? Que diriez-vous d'une balançoire ou d'une voiture? Et une porte quand vous l'ouvrez ou la fermez? Parlons de la masse. La masse est la quantité de matière qui compose quelque chose. Tout a une masse, d'un stylo à un oreiller, et d'un cornichon à une personne. Cependant, la masse varie d'un objet à l'autre. Vous aurez beaucoup plus de masse qu'un cornichon. Mais qu'en est-il de deux choses qui ont à peu près la même taille? Peuvent-elles avoir des quantités de masse différentes? Si vous avez dit oui, vous avez raison. Pouvez-vous penser à deux choses qui ont à peu près la même taille, mais dont les poids sont très différents? Que diriez-vous d'un ballon et d'une boule de bowling? Le ballon est plein d'air, ce qui le rend très léger, tandis qu'une boule de bowling est remplie de résine ou de graphite, ce qui la rend très lourde. C'est important à savoir, car plus un objet a de masse, plus il est difficile de le déplacer ou de l'arrêter. Imaginez essayer d'arrêter un ballon de football au bas d'une colline qu'il vient de descendre. Maintenant, imaginez si c'était une boule de bowling. La masse compte. L'accélération signifie un changement de vitesse ou de direction de quelque chose. Avez-vous déjà fait de la luge en haut d'une grande colline? Après avoir démarré, remarquez-vous qu'il ne faut pas longtemps avant que vous commenciez à accélérer. C'est ça l'accélération. C'est la même chose avec la boule de bowling et le ballon de football qui descendent une colline. Parce que la boule de bowling a plus de masse, elle va rouler plus vite. En raison de la vitesse d'accélération et de la masse de la boule de bowling, il faudra plus de force pour l'arrêter en bas aussi. C'est ainsi que la force, la masse et l'accélération fonctionnent ensemble. N'est-ce pas? Génial! La deuxième loi de Newton parle aussi des forces déséquilibrées. Cela signifie que lorsque vous lancez un ballon de football, le ballon se déplace plus vite que l'air autour de lui. C'est parce que la force est plus forte que la résistance de l'air, la gravité et le frottement. Finalement, la gravité l'arrêtera. Enfin, Newton a réalisé que peu importe la masse d'un objet et la force appliquée, l'accélération sera toujours dans la même direction que la force. Donc, quand vous décidez de descendre une grande colline en luge, assurez-vous d'être prêt, car une fois que vous descendez, il n'y a pas de retour en arrière. La troisième loi de Newton dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée, ou quelle que soit la force que vous donnez à quelque chose, elle vous rendra cette même force. Sauter sur un plongeoir est un exemple de la troisième loi de Newton. Lorsque vous exercez une force sur le plongeoir en sautant, en retour, le plongeoir vous repousse avec la même quantité de force que vous lui avez donnée. Si un boxeur frappe un sac de frappe avec une force de 10 livres, en retour, son poing va recevoir une force de 10 livres. Les forces seront toujours égales, juste opposées.
Regardons ce boulet de canon être tiré d'un canon. Avez-vous remarqué que le canon a reculé lorsque le boulet de canon a été tiré vers l'avant? Ce mouvement vers l'arrière est la réaction du canon à l'action de tirer le boulet de canon vers l'avant. Ce sont des mouvements opposés, mais des forces égales. La friction est une force de réaction, ou quelque chose qui retient autre chose, qui avance. Vous vous souvenez du tapis et du canapé? Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais vous et moi faisons partie des lois de Newton chaque jour. Bonjour. Je suis Suni Williams et je suis une astronaute qui a vécu et travaillé à bord de la Station spatiale internationale, un laboratoire de recherche incroyable qui orbite autour de la Terre à environ 250 miles au-dessus de nous. Pendant que nous sommes à la Station spatiale, nous, les astronautes, vivons et travaillons dans un environnement de microgravité. Pensez-vous que les lois de la physique s'appliqueront à la Station spatiale en expérimentant la microgravité? Vérifions avec l'astronaute de la NASA, Mark Van Hey, sur la Station spatiale internationale pour le découvrir. La première loi du mouvement de Newton dit qu'un objet au repos a tendance à rester au repos, à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. De plus, un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement, à moins qu'une force extérieure, comme mon doigt, n'agisse sur lui. Regardons cela sous un autre angle. Au fil du temps, la Station spatiale internationale ralentit en raison d'une très petite quantité de traînée ou de force, provenant d'une infime quantité d'oxygène atomique dans l'espace. C'est comme la force que vous ressentez de l'air si vous sortez votre main d'une voiture en mouvement. À cause de cela, la Station spatiale effectue ce que nous appelons un reboost. Un reboost utilise des moteurs fusées pour exercer une force sur la Station spatiale. Cela lui permet d'accélérer un peu pour rester en orbite autour de la Terre. Rejoignons l'astronaute de la NASA, Jeff Williams, pour voir ce qui se passe avec les objets à l'intérieur de la Station spatiale lorsqu'elle commence. Maintenant, la façon dont je vais démontrer l'accélération qui se produit pendant le reboost est en utilisant cette caméra. Un objectif de 800 mm, donc c'est assez massif en fait. Et vous pouvez voir, je peux le faire flotter ici et il n'y a pas de reboost en cours en ce moment. Donc la caméra ne va nulle part. Elle va juste dériver lentement à cause de la ventilation ou si je lui donne une quelconque vitesse, elle dérivera hors du champ. Et je vais essayer de la maintenir ici, stable. Vous pouvez voir qu'elle reste très stable. Voilà, ma caméra, je la prépare pour l'allumage. La voilà. Elle est en fait arrivée un peu tôt. Maintenant, regardez la caméra accélérer vers vous. La voilà. Je vais tendre la main pour l'attraper et la ramener dans le champ ici. Et je la tiens. Je ressens vraiment l'accélération. Je vais la lâcher à nouveau. Et la voilà. Elle va décoller. Je vais essayer de ne pas la laisser vous heurter. Elle va juste frôler. Oui, je vais la lâcher maintenant. Le voilà dérivant à nouveau vers vous. L'accélération s'applique aussi à moi. Nous avons atteint nos 2,7 mètres par seconde que nous souhaitions. Et maintenant, si je lâche la caméra, elle ne va nulle part. Donc la poussée est terminée. Réaccélération complète. Nous resterons en orbite encore un petit moment. Pouvez-vous utiliser la première loi de Newton pour expliquer pourquoi la caméra a commencé à bouger sans qu'un astronaute exerce une force directement dessus? Je vais vous renvoyer en classe pour que vous puissiez commencer à enquêter là-dessus avec la connexion en classe. Trouvez sur nasa.gov/démonstration. Merci d'avoir exploré un peu de physique sur la station spatiale avec nous aujourd'hui. À bientôt. Bonjour.
Je suis l'astronaute Randy Bresnik, vivant et travaillant à bord de la Station spatiale internationale. Maintenant, sur la station spatiale, nous vivons dans un environnement de microgravité. Pensez-vous que les lois de la physique vont tenir? Allez, allons découvrir. L'accélération d'un objet dépend de la force nette agissant sur l'objet et de la masse de l'objet, où F égale ma. Très bon spectacle, Sir Isaac. Ici, nous voyons qu'une fois que la force de la poussée est supérieure au poids du véhicule, la fusée commence à accélérer. Très bien. Nous allons commencer avec quelque chose de petit, quelque chose que vous pourriez avoir à la maison, un petit bâton de chapstick. Nous allons utiliser notre force, qui sera notre cordon élastique, ici. Nous allons le mettre sur notre élastique, le tirer en arrière et le laisser partir. Et vous pouvez voir à quelle vitesse il accélère, car il y a très peu de masse. Ensuite, nous essaierons notre petit vaisseau spatial. Un peu plus massif, et vous pouvez le sentir, parce que lorsque vous le déplacez, vous pouvez sentir la sorte de force, la force supplémentaire avec laquelle vous devez pousser avec votre main. Nous allons donc mettre notre vaisseau spatial sur notre lanceur, ici, au même endroit. Remarquez qu'il vole beaucoup plus lentement que ce que faisait le chapstick. Ce que nous avons vu, c'est que la même quantité de force sur un objet plus petit et moins massif signifie que l'accélération est plus rapide. Eh bien, c'est la chose la plus grande et la plus massive que nous ayons. Alors voyons comment l'accélération est affectée. Tirez en arrière la même quantité de force. Et c'est parti. Et voilà, la deuxième loi du mouvement de Newton en action. Merci à tous d'avoir exploré un peu de physique avec moi aujourd'hui. Maintenant, je vais le renvoyer sur Terre pour que vous puissiez commencer vos expériences. À très bientôt. Bienvenue à la Station spatiale internationale. Je suis l'astronaute de la NASA, Mark Van Hey. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième loi de Newton. Comment pensez-vous qu'elle se comportera en microgravité? Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Cela signifie que dans chaque interaction entre deux objets, il y a une paire de forces opposées agissant sur chaque objet en même temps. Une paire de forces. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreux exemples sur Terre. Dans l'espace, la poussée est expulsée dans une direction et le véhicule est dirigé dans la direction opposée. Bonjour à nouveau. Encore plus de figures de basketball que je ne peux pas faire au sol. Du moins pas. En restant en l'air aussi longtemps. D'accord, revenons aux choses sérieuses. Nous avons un ballon de basket ici, qui sera l'objet 1. Je suis le deuxième objet. Si l'objet 2, moi-même, applique une force à l'objet 1, alors cette même force sera appliquée, selon la troisième loi de Newton, par l'objet 1, sur l'objet 2. Cependant, il y a une grande disparité de masse. L'objet 1 est un objet de masse très légère. L'objet 2, moi-même, est un objet de masse plus grande. Donc, je vais essayer de me mettre à peu près à la même forme que ce ballon, voir comment cela fonctionne pour nous. Et je vais appliquer cette force. Vous avez vu que la force appliquée à la balle l'a fait accélérer assez fortement. Elle ne m'a vraiment pas fait beaucoup accélérer. Encore une fois, la troisième loi de Newton, mais cette fois, nous allons utiliser deux objets de masse similaires. Joe et moi avons à peu près la même masse, donc Joe, mets-toi en boule, je vais faire de même. Je vais te faire face pour ne pas te lancer dans quelque chose que tu ne peux pas voir. D'accord. Maintenant, je vais me mettre en boule derrière Joe et je vais lui appliquer une force. Remarquez que lorsque j'ai appliqué la force à Joe, cela l'a poussé, cela a accéléré Joe loin de moi, mais j'ai aussi été accéléré loin de lui.
car la force appliquée à Joe s'est avérée être la même force qui m'a été appliquée. Maintenant, vous avez vu la troisième loi de Newton dans l'espace. Maintenant, testez-la sur Terre. À la prochaine.